Très heureux de vous retrouver dans la suite de nos programmes sur New World Economy. Bienvenue dans ce nouveau numéro de correspondance Afrique. Elle s'appelle Ornella Tienté. Elle est stratège en personal branding et influence africaine. Elle est fondatrice de Goddess Agency. Elle est spécialisée également dans la structuration de l'image politique des dirigeants et décideurs africains. Elle est surtout la raison pour laquelle je la reçois aujourd'hui. Elle est auteure du livre intitulé Révolution silencieuse. Nous allons comprendre tout ce qui se cache dans ce titre avec Ornella Tienté. Ornella, bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci. Merci pour cet accueil, merci pour cette présentation. Alors, je précise que je vous reçois depuis Paris. Vous êtes entre Paris, Douala et puis Abidjan. Est-ce que c'est confirmé? Oui, c'est cela. Vous avez bien fait vos devoirs. Super. Alors, on est là à lire le titre de votre ouvrage Révolution silencieuse. De quelle révolution parlez-vous? Je parle de la révolution intérieure, celle-là qui est silencieuse, celle-là qui est en nous, celle-là qui ne crie pas justement. Apparemment, vous aimez le silence. Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages dans le silence. Il y a énormément d'avantages. C'est pas forcément dans le bruit ou dans le buzz que on tire les meilleures choses, mais c'est dans le silence. Le silence est un vrai pouvoir. Alors, votre ouvrage s'intitule La Révolution silencieuse. Qu'est-ce qui a inspiré ce titre et pour vous, que signifie-t-il? Alors, qu'est-ce que je vais dire? Le titre, en fait, il est simplement né d'une conviction intime. Pour moi, les révolutions les plus durables ne commencent pas dans la rue, mais dans le cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur, en nous. Et dans le cœur et vraiment dans, j'ai envie de dire, l'esprit des hommes. La révolution silencieuse, c'est pour moi ce processus, vous savez, discret, mais surtout radical, qui consiste à guérir nos blessures émotionnelles, à les transformer, à transformer vraiment nos modèles de leadership. C'est très important. Et pour moi, en Afrique, nous parlons souvent d'infrastructures, de capitaux, de réformes institutionnelles et tout le reste. Mais sans une transformation intérieure, sans leader émotionnellement solide, aucune réforme ne peut tenir. Pour moi, cette urgence que traduit le titre. Très intéressant. Dans votre livre, vous posez une question. Et si la prochaine révolution africaine était émotionnelle? Pourquoi est-ce que vous... pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par là? Alors, la révolution émotionnelle, c'est d'abord la capacité de nos dirigeants, de nos élites, de nos communautés à affronter et à dépasser leurs blessures invisibles. Vous savez, les humiliations historiques, on les porte encore jusqu'à aujourd'hui. J'avais regardé une vidéo il n'y a pas longtemps, justement, d'une dame qui parlait du fait que certaines choses sont transmises dans l'ADN, certains traumas. Donc, je parle ici d'humiliation historique, de violence transmise, de fragilité intérieure refoulée. Et vous savez, ces blessures influencent nos choix collectifs, notre gouvernance et même nos rapports de pouvoir. Une Afrique qui guérit émotionnellement devient une Afrique qui décide librement, avec maturité et surtout avec confiance. Vous évoquez également les blessures invisibles héritées de notre histoire. Ce que vous venez de dire, selon vous, quelles sont ces blessures et à quoi vous faites référence quand vous parlez de blessures invisibles? Alors, je vais en citer 3, par exemple. Pour moi, il y a par exemple 3 failles qui me semblent centrales. Il y a la peur de la vulnérabilité, il y a le rapport au pouvoir, il y a le manque de confiance en nous-mêmes dont je parlais tout à l'heure justement. Et pour parler de cette peur de la vulnérabilité, parfois on confond la force et la dureté. Au lieu de comprendre que la maturité inclut justement la lucidité émotionnelle. C'est important. Il faut savoir ce qu'on porte en nous, il faut savoir ce qu'on a. Même quand on veut guérir, on a besoin de savoir exactement tout ça, qu'on passe par des examens médicaux et tout le reste.
Le rapport au pouvoir, par exemple, chez nous, il est souvent perçu comme une domination, alors qu'il devrait être un un espace de service, de transmission. Parce que c'est une sorte d'héritage, en fait, qu'on laisse à notre entourage, à nos enfants, à notre communauté. C'est extrêmement important. Même quand on a terminé notre partition, chacun, même quand on n'est plus là, on a laissé quelque chose. Et le troisième point dont je parlais, c'était le manque de confiance en nous-mêmes. Et ça a été hérité de siècles de domination extérieure. Il nous pousse à chercher des modèles ailleurs plutôt qu'à bâtir les nôtres. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des rôles modèles chez nous et d'avoir les bons discours et surtout le bon narratif pour nous-mêmes et pour ceux qui arrivent. C'est extrêmement important. Mais voulez-vous dire par votre développement que notre développement à nous ou notre révolution, je veux parler de l'Afrique, comporte des failles ou des fragilités? Et si c'est le cas, comment est-ce que cela influe concrètement sur la gouvernance de nos pays en Afrique? Il y a quelques jours sur LinkedIn, je parlais des angles morts. Et pour moi, un leader qui n'a pas travaillé ses angles morts émotionnels prend parfois des décisions sous l'effet de l'ego, de la peur, de la revanche. Et cela se traduit aussi par des politiques instables. Ça se traduit par des innovations étouffées, par le manque de confiance. On gagnera à travailler ensemble quand on se fait confiance, quand on sait ce qu'on vaut, quand on sait ce qu'on apporte. C'est totalement différent. Et puis, il y a une influence africaine perçue comme fragile ou incohérente à l'international. Moi, je suis à l'extérieur, je le vois. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je peux apporter. Et je vois encore dans les yeux des autres en face, des fois. Ils ont l'impression que, à la limite, je suis pas à ma place, mais ça n'a pas de sens. Pourtant, à l'inverse, un leadership émotionnellement mature crée des environnements stables. Vraiment, ça favorise la créativité, comment je vais dire ça? Ça impose en fait le continent comme un acteur crédible et respecté. Et on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour être crédible et pour être respecté. Alors, on est là. Quelle synthèse faites-vous entre révolution silencieuse et changement des mentalités en Afrique? Oh, pour moi, il faut pouvoir travailler ces points-là. Il faut pouvoir les travailler déjà individuellement, je le dis depuis tout à l'heure. Et parfois, il faut se tourner vers des professionnels. Je pense que ça doit être des débats que nous devrions avoir, des échanges que nous devrions avoir avec des professionnels, même entre proches. Tant qu'on a réussi à développer cette intelligence émotionnelle-là, on sait accepter même ses émotions, quelles qu'elles soient, parce que nous sommes tous des êtres humains. Mais il faut juste pouvoir organiser tout cela et pouvoir s'exprimer. Et vous savez également qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et surtout de l'IA, l'intelligence artificielle qui propose toutes sortes de solutions. Mais votre ouvrage également en propose. Pourquoi est-ce que les téléspectateurs doivent choisir votre livre par rapport, par exemple, aux réponses de l'intelligence artificielle selon les problèmes que vous évoquez? En d'autres termes, qu'est-ce qui devrait motiver les téléspectateurs à lire votre ouvrage, selon vous? Le déclic doit déjà partir de chacun d'entre nous. Vous savez, on peut vous dire tous les jours que vous avez de la valeur. Tant que vous n'y croyez pas vous-même, personne ne réussira à vous convaincre. Donc moi, j'invite toujours les gens à faire ce premier travail d'introspection pour pouvoir comprendre. Sinon, ça n'a pas de valeur, en fait. La première chose, d'après moi, ce serait de s'interroger, de creuser, de chercher à comprendre. Parce qu'effectivement, avec l'intelligence artificielle, on le voit sur LinkedIn, tout le monde est expert aujourd'hui, par exemple. Tout le monde peut rédiger un long texte sur LinkedIn et publier. Mais la différence, justement, c'est au niveau de cette unicité, de cette authenticité que chacun d'entre nous a, de cette expérience qu'on va partager. Et l'intelligence artificielle, autant pour moi, ce n'est pas un être humain. Donc, la transmission n'est jamais pareille. ChatGPT et tout le reste pourront vous dire tout un tas de choses. Mais quand on parle entre nous, parce que l'idée, c'est de parler entre nous,
de se comprendre. Parce que beaucoup de gens se disent que j'entre en conflit contre les hommes, alors que non, ça n'a rien à voir. Ben, Ce n'est pas du j'allais en tout, venir, hein. Vous m'avez dévancé, comment mais je vais j'allais dire en ça. venir, hein. J'allais vous demander si vous êtes féministe. Bon, parce que il y a un moment, vous aviez évoqué les hommes, ou voilà, les blessures émotionnelles des hommes qui influent le développement qui influent sur le développement de l'Afrique. Êtes-vous féministe? Alors, je me définis pas comme, comme féministe au sens conflictuel du terme, hein, pas du tout. Moi, je crois en l'équité. Je crois en la complémentarité. Parfois, dans le couple ou alors dans la collaboration, même, ça peut être du 20-80, ça peut être du 50-50, ça peut être du 10-90. Ça dépend vraiment de plusieurs paramètres. Et l'Afrique a besoin d'hommes solides émotionnellement, autant que de femmes qui s'affirment et je vais dire, stratégiques aussi aujourd'hui. Et mon travail ne cherche pas du tout à opposer, au contraire, mais plutôt à réconcilier le masculin et le féminin, le pouvoir et la vulnérabilité, vraiment, l'autorité et l'humanité. Aujourd'hui, on regarde autour de nous combien de couples se séparent de plus en plus. C'est devenu tellement plus simple. Oui, on peut se remettre en couple, mais les personnes qu'on a créées, surtout quand il y a des enfants au milieu, ce sont les premiers qui vont encaisser tout ce qu'il y aura comme traumatisme autour. Donc aujourd'hui, quand on arrive à travailler ensemble, que ce soit sur cette partie personnelle ou même dans le travail, honnêtement, je suis persuadée qu'on ira tellement loin. Parce qu'on n'est pas du tout des ennemis, on est une équipe. C'est un peu comme dans un match de foot. À chacun sa part. Alors, nous parlons Et le de but est de révolution gagner. silencieuse. La révolution silencieuse, eh bien, l'ouvrage de Onela Tiente, nouvellement sorti. D'ailleurs, on aura l'occasion de vous dire où trouver ce livre et comment l'adopter. Mais Onela, dites-nous, vous parlez d'un paradigme nouveau. Un leadership émotionnellement mature dans votre ouvrage. Comment définirez-vous ce type de leadership et en quoi se distingue-t-il des modèles traditionnels? Alors, un leadership émotionnellement mature, c'est un leadership qui intègre plusieurs dimensions. Je vais parler par exemple de la lucidité. Vous savez, c'est cette capacité-là à reconnaître ses failles. On a malheureusement grandi dans un environnement où on nous a plus ou moins raconté des histoires. Moi, je le dis comme ça. En nous faisant croire qu'on n'avait pas droit à l'erreur, qu'on avait le devoir de tout savoir. Mais non, des gens portent des traumas comme ceux-là. Mais non, il faut pouvoir reconnaître ses failles. Je parlais tout à l'heure de complémentarité. C'est à ce moment-là qu'on réussit à avancer. Parce que personne n'a la connaissance infuse, personne n'est 100% perfect. On se complète. Après, il y a la responsabilité. Il faut pouvoir transformer ces blessures en énergie constructive. Comment j'utilise mes faiblesses pour avancer? Comment je les transforme ou alors comment je les améliore? Comment je les guéris? Après, il y a la fameuse transmission dont je parlais plus tôt aussi. Il faut pouvoir bâtir au-delà de soi pour les générations futures. Pour moi, ce modèle se distingue vraiment des schémas traditionnels fondés sur la rigidité, vous savez, l'autorité verticale et la peur. C'est édifiant. Vous utilisez les réalités, les réalités humaines pour les transformer, les matérialiser, les transformer en outils de changement, de développement et tout. Mais comment vous faites pour y parvenir? Excusez-moi, redites-moi ça. Je dis, vous utilisez les réalités humaines, c'est-à-dire l'émotion, le silence, l'observation, pour en faire un outil de développement. Mais comment est-ce que vous y parvenez? Oh, j'utilise un peu de tout. J'utilise mon expérience, j'utilise l'expérience dans la partie personnelle, dans la partie professionnelle. J'utilise mon instinct de maman. Pour moi, aujourd'hui, c'est un devoir pour cette génération et même pour les mamans que nous sommes d'accompagner nos fils différemment, d'accompagner nos compagnons différemment, d'accompagner nos frères, nos collègues, nos amis différemment. Mais on a l'impression que votre ouvrage cache beaucoup de non-dits. Oh, je pense je suis une personne extrêmement sensible.
Je suis une personne, comment je vais dire ça? Vous savez, les introvertis ne parlent pas beaucoup, mais observent énormément. Et j'ai grandi comme ça. J'ai passé le temps à observer, à écouter. Et après, j'ai toujours été très portée développement personnel depuis très longtemps, une bonne vingtaine d'années quand même. Et voilà, donc j'ai essayé de mettre tous ces ingrédients-là pour en faire le document que j'ai produit. Alors, nous parlions tout à l'heure de leadership. Hein. Quel exemple en Afrique ou ailleurs pourrait illustrer un leadership ancré cette maturité dans cette maturité émotionnelle dont vous faisiez cas tout à l'heure? Alors, je vais prendre l'exemple de quelqu'un dont on parle tous, on a tous parlé, de Nelson Mandela par exemple. Ça reste central. Il a transformé sa souffrance en moteur de réconciliation nationale. Je pense que ça aurait pu aller dans un autre sens. Vous aimeriez que tous les présidents en Afrique soient comme Nelson Mandela? Ce que j'aimerais, c'est qu'on prenne notre place. Et ça passe par plusieurs aspects. Je n'ai pas de compétences en politique, je n'ai pas de compétences pour dire voilà comment on devrait gérer un pays, mais je préfère rester sur ce couloir-ci qui pour moi est très important et c'est vraiment la base de plusieurs choses. Donc après, comme je le dis, j'espère un pays, un continent autant pour moi et des pays plus stables pour mes enfants demain, pour nos enfants demain, pour mes petits-enfants et vraiment notre communauté, tous les afro-descendants. Alors, Madame Ronela, dites-moi, est-ce que vous vous adressez dans votre ouvrage aux politiques? Ou plutôt, devrais-je vous poser la question de savoir quelle est exactement votre cible? Ma cible, ce sont les hommes en général, parce qu'avant d'être des politiques, ce sont des hommes. Avant d'être tout ce que nous sommes les hommes avec grand H ou petit H? Le premier, c'était petit H et le deuxième, c'était grand H. Donc, avant d'être tout ce que nous sommes, dehors, nous sommes des hommes. Pour les hommes dont je parle dans le livre, justement, avant d'être des politiques et tous les postes qu'ils peuvent avoir, manager, everything, CEO et tout le reste, ce sont des hommes. Et ça commence à l'intérieur. Alors ça commence à l'intérieur. Parce que toute cette partie-là influence tout le reste. Oui, vous dites ça commence à l'intérieur parce que, pourquoi je pose la question? Parce que votre réflexion interroge aussi la place du masculin dans nos modèles de leadership. Comment concilier l'héritage historique, équilibre du genre et transformation émotionnelle? Pour moi, il faut d'abord reconnaître l'héritage. On ne construit rien sur le déni. Ensuite, il faut pouvoir transformer ces héritages en leviers de puissance au lieu de les subir comme des fardeaux. Après, pour finir, j'ai envie de dire qu'il faudrait pouvoir intégrer la notion d'équilibre. Il ne s'agit pas en fait que les femmes prennent la place des hommes. Je le disais tout à l'heure, je ne suis pas du tout dans le sens conflictuel. Ou inversement, l'idée n'est pas de prendre la place l'un de l'autre, non, mais que chacun incarne une maturité émotionnelle qui permet une vraie co-construction. Et selon vous, quel rôle la femme joue exactement dans le leadership, en référence, c'est-à-dire comparativement aux hommes? Selon vous, quel est le rôle de la femme ou quelle est la place de la femme? La femme, je pense qu'elle peut réellement accompagner. Nous avons des façons différentes parfois de voir la vie, mais complémentaires. Donc il faut encore pouvoir se comprendre et comprendre les hommes en face. C'est pour ça que ce livre s'adresse en fait à tout le monde. Ça permet à ceux qui ne savaient pas d'en apprendre un peu plus et je l'espère de creuser parce que je le dis toujours, ce n'est jamais, c'est pas une recette magique, c'est pas une potion magique. Ce n'est jamais la fin. À la fin de la lecture, l'idée pour moi, c'est que chacun puisse continuer la rédaction de ce livre, en fait. Ce livre intitulé La Révolution silencieuse. Hein. Alors, quel rôle la jeunesse africaine peut-elle jouer
dans cette révolution silencieuse. En tout cas, je mets l'accent sur silencieuse parce que tout converge vers le silence dans ce que vous décrivez comme outil. Voilà, d'émancipation, de révolution, voilà, d'avancement ou de progrès, j'en passe. Revenons à la jeunesse. Quel rôle doit-elle jouer, la jeunesse africaine, Alors, puisque tu pars de là? C'est depuis l'enfance, je pense que c'est depuis l'enfance que le caractère de l'homme, petit h, se construit. N'est-ce pas? Et on dit à la femme, voilà, ta place c'est de faire ci, c'est de faire ça. L'homme, toi, ton rôle c'est de faire ci, c'est de faire ça. Mais bon, dites-moi, que pensez-vous de la jeunesse? Quel rôle peut-elle jouer dans cette révolution silencieuse? En partant du principe que l'Afrique est le continent avec le plus de jeunes, pour moi, la jeunesse, c'est la clé. C'est elle qui, en brisant le cycle des blessures transmises, peut écrire un autre récit. Mais cela suppose qu'elle ne tombe pas dans les pièges de la surenchère ou du mimétisme. La jeunesse africaine doit se réconcilier avec ses racines, se former à l'intelligence émotionnelle et devenir une génération de bâtisseurs, vraiment capable de conjuguer ambition et stabilité intérieure. Vous parliez tout à l'heure de l'IA, justement. C'est quelque chose que nos parents ou même nos grands-parents n'ont pas eu. Vous parliez de ce que l'IA peut nous apporter. Aujourd'hui, le digital en général, si je prends même que Google, si j'ai envie de me former à l'intelligence artificielle, j'ai pas forcément besoin d'aller dans les plus grandes écoles. Je peux trouver des extraits, je peux trouver des livres, je peux trouver des articles, je peux trouver même des formations à faire depuis chez moi. Donc aujourd'hui, on a vraiment toutes les clés pour réaliser quelque chose d'extraordinaire, pour sortir en fait de ce qu'on appelle souvent ce retard-là pour nous. Nous avons toutes les clés aujourd'hui avec le numérique. Mais est-ce que vous n'avez pas remarqué ou vous ne pensez pas que la jeunesse africaine ne soit pas assez consciente de la situation actuelle ou de la mondialisation, puisque la jeunesse est critiquée comme sur le plan numérique. Par exemple, on dit les jeunes s'adonnent plus à TikTok, danser sur TikTok et les réseaux sociaux au lieu de se concentrer sur l'essentiel. Que dites-vous par rapport à cela? Oui, ça, je l'entends, je le vois. Et c'est justement la difficulté dans mon travail, dans le personal branding, justement, où souvent les personnes avec lesquelles je travaille sont beaucoup plus âgées et tout. Et justement, elles se disent, mais qu'est-ce que je vais aller faire sur Internet? Qu'est-ce que je vais aller faire sur Facebook, Instagram et tout le reste? Parce que justement, ces personnes pensent que les réseaux sociaux ne servent qu'à ça. Parce que malheureusement, aujourd'hui, les buzz ont plus de visibilité que les sujets qui ont de la valeur pour nous. Dès que c'est bad buzz, dès que c'est... Oui, là, on se retrouve avec des millions de vues, c'est relayé. Mais si on dit là, j'arrive au Togo demain, j'arrive à Yaoundé ou au Cameroun demain, et j'offre même une masterclass pour vous former au personal branding, je n'aurai pas une salle pleine. Mais si j'ai un autre sujet qui est plus buzz et tout le reste, et je parle même d'arriver, mais on parlait du numérique. Si je lance un live là maintenant, où je dis, j'offre une formation pour le personal branding, je n'aurai pas autant de vues que celui qui va lancer un live pour raconter des histoires, pour clasher quelqu'un, pour faire des conflits en ligne. Je n'aurai pas autant de visibilité. Mais il faudrait qu'on prenne conscience, c'est extrêmement important. Quand on a fini de regarder les buzz, de regarder les gossips et tout le reste, ok, très bien. At the end of the day, qu'est-ce qu'on en tire? En quoi est-ce que ça a contribué à ma vie, personnellement, individuellement, à celle de ma maison, à celle de ma ville, de mon pays, de mon continent? Donc, il faudrait vraiment que les jeunes prennent conscience du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, même quand on reçoit certains jeunes, même en entretien, certains arrivent et n'ont même pas fait le travail de regarder en amont l'entreprise. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on peut
On parle aujourd'hui énormément d'autodidactes. On a toutes les clés pour apprendre. On n'a plus besoin de se lever, de chercher un visa, essayer ça pour aller dans un autre pays. Aujourd'hui, depuis sa chambre, depuis son téléphone, on peut apprendre, on peut monter en compétences. Donc, il faut pouvoir utiliser Vous le parliez digital à tout à notre l'heure avantage. de rassembler les jeunes ou si vous organisez une formation tout à l'heure, vous organisez une formation, vous n'auriez pas assez de jeunes présents. Justement, je fais la virgule pour parler de votre prochain déplacement à Abidjan, en Côte d'Ivoire. De quoi il s'agit exactement? Est-ce que c'est toujours dans le cadre du livre? Alors, oui, je serai bientôt en Côte d'Ivoire, justement, pour des échanges, des rencontres autour du livre, justement, et du personal branding, le domaine dans lequel je suis. C'est pour moi une étape clé parce qu'Abidjan, c'est aujourd'hui un hub stratégique. On se croise des Mais décideurs, justement, des pourquoi avoir créateurs, des choisi bâtisseurs la Côte d'avenir. d'Ivoire et non le Togo ou le Bénin ou le Sénégal? Vous savez, pour arriver au numéro 2, 3, 4, il y a généralement un point 1. Donc, j'ai commencé par la Côte d'Ivoire, mais il y a d'autres pays qui arrivent justement dans la foulée. Parce que l'idée, c'est de faire le tour au maximum. Et, mais avant ça, j'ai besoin d'avoir des attaches sur place. J'ai besoin de savoir qu'il y a des personnes intéressées sur place. Et j'ai eu des opportunités en Côte d'Ivoire et bah, je les ai saisies. Mais il y a d'autres pays, justement, qui sont en train de se positionner et j'y serai bientôt. Je passerai les informations au fur et à mesure. Nela Tchente, vraiment la révolution silencieuse, je pense que ça capte déjà les esprits avec votre développement. Je me dis, les gens ont de quoi se régaler en lisant votre ouvrage. Vous partagez mon avis? Je l'espère. Mais en tout cas, sur LinkedIn, par exemple, les retours sont plutôt positifs. Les gens aiment bien l'idée, surtout quand j'explique que ce n'est pas un conflit. Je ne suis pas en train de juger qui que ce soit. Je n'ai pas les clés pour le faire. Je n'ai pas la capacité ou je peux même pas avoir l'audace de juger qui que ce soit. Au contraire, j'apporte le peu que j'ai. Et l'idée, c'est qu'on puisse ensemble construire quelque chose de plus grand, de plus puissant, de vraiment plus grand, comme je disais déjà tout à l'heure. En parlant de construction, quelles pistes concrètes proposez-vous pour amorcer, pour amorcer cette transformation émotionnelle dans nos habitudes ou dans nos institutions, nos entreprises, notre communauté en général? Bon, la première chose, comme je disais tout à l'heure, c'est déjà d'avoir envie de s'éduquer. C'est d'avoir envie de faire différemment. C'est d'abord même de prendre conscience. Il faut commencer par prendre conscience de ce dont on a besoin. Il faut pas, je parlais tout à l'heure de déni aussi. On ne va pas avancer dans le déni. On va avancer en se disant c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Non. Parce que pour qu'on soit là où nous sommes aujourd'hui, il y a des personnes qui se sont battues hier. Donc, ce serait quand même dommage d'avancer aujourd'hui en se disant, bon, on y est, c'est pas grave, j'aurais fait ma vie et c'est pas. Non. Nous aussi, on doit contribuer à ce grand combat. Alors, votre livre, où est-ce qu'on peut le trouver et à quel prix? Alors, le livre est disponible pour le moment sur Amazon. Sur Amazon pour ceux qui sont à l'étranger, justement, mais l'idée, c'est de pouvoir avoir des relais sur place. Parce que sur Amazon, on a deux versions. On a la version brochée et la version numérique. Je parlais tout à l'heure du numérique. Avec le numérique, on n'a plus de frontières, en fait. Donc, avec la version numérique, justement, on peut l'acheter de partout, on peut le lire de partout. Donc là, je suis en train d'essayer de mettre en place des canaux de distribution. Sur la version numérique, il est à 9 € et la version papier, il est à 25 €. Donc voilà, je travaille à des partenariats pour le rendre plus accessible sur le continent, notamment via des relais locaux et des plateformes. Je travaille dessus. Alors, on est là. Je vais vous laisser 5 secondes pour vous adresser aux téléspectateurs, histoire de les amener à adopter votre ouvrage. C'est parti. Alors, j'ai pas grand-chose à dire à part essayons de faire différemment.
Essayons de construire quelque chose de plus grand pour nous, pour nos enfants, pour le futur. Je parle de révolution silencieuse et comme on le disait déjà au départ, ça commence en nous, individuellement. Posons-nous les bonnes questions. Ne nous voilons pas les yeux, ne nous mentons pas. Regardons ce dont on a besoin et travaillons à contribuer à ce succès collectif. Merci. Ornella Tchenté, vous êtes stratège en personal branding et influence africaine. Vous êtes également la fondatrice de Goddess Agency. Vous êtes spécialisée dans la structuration de l'image publique des dirigeants et décideurs africains. Vous êtes également auteur de bon nombre d'ouvrages traduits et diffusés à l'international, du silence à la présence stratégique. Transformer l'influence en capital durable. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je suis honorée d'être là. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu partager avec vous. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve dans la suite des programmes sur New World Economy.